Salut, c'est Pierre. Dans la vidéo précédente, on a vu comment lire le contenu d'un fichier de sous-titres. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des appels SQL en PHP. Et je vais aussi vous montrer quel est l'intérêt de faire un cache pour une API. Premièrement, à quoi ça sert de créer un cache pour une API? Pour vous montrer un exemple, je vais vous parler d'une autre API que j'ai fait dans un projet précédent, qui est Country to Lang API. C'est une API qui me permet de récupérer la langue d'un pays. C'est une API que j'ai utilisée dans le cadre d'un de mes projets qui était comment automatiser une chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai parlé de comment j'ai automatisé une chaîne YouTube qui poste chaque jour les récaps de tous mes likes de Twitter. Et si vous regardez dans les liens de la description de cette vidéo en question, vous verrez qu'elle est mentionnée ici. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur cette API, vous n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et cette API, comme je l'ai dit, elle permet de récupérer la langue d'un pays. Donc il se trouve que pour la France, c'est pas très original, c'est-à-dire que si je tape FR, je vais avoir la langue FR. Mais si par exemple je mets les États-Unis, la langue ça sera EN, donc là du coup il y aura une différence. Mais le truc c'est que ces langues ici, c'est un pays, ça change pas de langue comme ça, donc généralement une fois que je prends l'information auprès de l'API que j'utilise pour récupérer les langues, une fois que j'ai cette information, elle va normalement pas bouger, ou bien très rarement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier les données de mon côté, pour que au lieu d'appeler l'API en question que j'ai utilisée, je peux appeler directement ma base de données. L'API en question que j'avais utilisée, c'est restconstrays.eu, qui me permet de récupérer plein d'informations sur un pays, dont la langue, ce que moi j'avais besoin. Et ensuite, si on regarde ma base de données, on voit que j'ai une table qui s'appelle countrylang, qui elle stocke tout simplement la relation entre les pays et les langues dans une table. La façon dont fonctionne mon API, c'est si j'appelle mon API en lui passant en paramètre un pays, il va regarder s'il l'a déjà dans la base de données. Si c'est le cas, il va me la retourner directement, et si c'est pas le cas, il va appeler l'API originelle que j'utilise, c'est-à-dire restconstrays.eu. On peut voir aussi dans ma base de données que j'ai une deuxième table qui s'appelle unprocessable request, et cette table, elle est là pour me permettre de dire ces URL-là, si jamais je les appelle donc sur mon API, je vais retourner que ça n'existe pas. Parce que toutes ces choses qui sont ici, c'est des choses pour lesquelles on a déjà essayé d'appeler l'autre API, donc qui est restconstrays.eu, et si jamais cette API m'a dit je connais pas ce pays, moi je vais stocker cette information. Ce qui me permet que la prochaine fois en fait qu'un autre utilisateur appelle cette même URL, je n'appelle pas, encore une fois, la fameuse API. Et l'intérêt principal de ça, c'est notamment pour éviter les bots. Parce que là, le favicon.echo, le wplogin.php, le robot.txt, le .env, le wp-content security et probablement les autres entrées dans ce fichier aussi, c'est des appels qui ont été automatisés par divers bots qui se baladent sur internet pour diverses raisons et qui se trouvent ont fait des requêtes sur mon API. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de faire exactement la même chose, mais pour mon API de sous-titres. Comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, récupérer les sous-titres d'une vidéo, ça prend environ 1 minute. Là on voit ici une 14, une 15, une 13, donc c'est relativement long. Et l'intérêt de pouvoir les stocker en cache, c'est que je vais pouvoir les récupérer de manière plus rapide, et aussi sans forcément lancer une action à chaque fois, qui va ensuite lancer le script de web scraping, qui va faire que je vais envoyer une requête vers le site, ce qui fait que vu que c'est un script de web scraping, il pourrait éventuellement mettre en place des sécurités pour m'empêcher de faire des appels trop souvent. Donc pour éviter toutes ces problématiques, je vais me créer un cache, donc une base de données dans laquelle je vais stocker mes sous-titres. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer une base de données. Donc j'ai une base de données que je vais appeler YouTube Subtitles, qu'on voit que j'ai déjà mis ici dans ma config locale. Et cette base de données, je vais devoir créer des tables pour choisir de quelle façon, sous quelle forme je vais stocker mes sous-titres. Et une fois que j'aurai défini comment je vais stocker mes sous-titres, il va falloir ensuite que j'écrive le code de l'API pour stocker tout simplement les sous-titres dès que je les récupère à partir de l'action. Bon c'est parti pour construire l'API. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait et que je vais faire dans cette vidéo dont j'ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos qui s'appelle comment développer une API en PHP. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations sur les API. Et j'ai commencé du coup, comme je disais, à créer une API. Pour créer mon API, il va lui falloir une base de données. Et cette base de données, du coup, je l'ai créée ici sur mon serveur local, qui est YouTube Subtitles. Et j'ai déjà créé une première table qui est unprocessable request. C'est la même table que j'avais dans mon API qui concerne les pays et les langues. Je vais la réutiliser exactement telle quelle dans cette même API puisque je vais avoir besoin exactement de la même fonctionnalité. Donc pour créer une table en SQL, il y a deux façons de le faire. C'est soit en écrivant du code SQL. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder ce fichier là ici. Là on voit ici, j'ai du code qui permet de créer une table et ensuite j'ai du code qui permet de modifier la même table. Et tout ce code-là, en fait, confondu, c'est du code que j'ai généré via phpMyAdmin, donc qui est cet outil-là, qui permet à la fois de visualiser une base de données, mais aussi d'écrire des tables et de pouvoir du coup les exporter sous format SQL. Mais le SQL, c'est un langage à part entière qu'on peut apprendre
et qu'on a plutôt intérêt à apprendre si on fait du web, parce qu'on fait beaucoup de choses avec. C'est un des langages qui est le plus utilisé pour stocker les données quand on fait du PHP notamment, mais pas que. Avec beaucoup de langages back-end, il y a beaucoup de langages back-end qui fonctionnent avec une base de données SQL. Il y a aussi un autre type de base de données, c'est base de données NoSQL, et ces deux groupes tout confondus sont les deux façons de stocker des données qui sont les plus utilisées. Donc moi il se trouve que vu que j'ai déjà un serveur SQL, ma base de données je vais la faire en SQL. Donc là ce code là, comme je disais, je l'ai généré via phpMyAdmin, et là on voit ici que j'ai ma table qui est ici, et j'ai déjà inséré une ligne dans ma table. Donc il se trouve qu'en phpMyAdmin on peut faire insérer et on peut l'insérer directement, mais sinon on peut le faire aussi via du code SQL comme je viens de le dire. D'ailleurs si vous voulez apprendre le SQL, il y a Sofiane de la chaîne Sofiane Productive IT qui a sorti une vidéo il y a pas longtemps pour apprendre le SQL. Mais donc voilà, donc c'est une vidéo qui est pas mal où il parle de beaucoup des bases du SQL, donc il y en a 48 minutes là. Donc il y a de quoi faire déjà pour apprendre. Mais sinon si vous tapez apprendre le SQL sur Google, sur YouTube, etc., vous allez trouver plein de ressources pour l'apprendre. Comme je vous l'ai dit, j'ai une ligne dans cette table de ma base de données qui a comme valeur 1 pour ID, qui a comme valeur test pour request et qui a comme valeur 19 juin 2022 à 19h48 pour la date de création de la ligne. Et cette ligne va me permettre de jeter toutes les requêtes qui ont test dans l'URL. C'est juste pour vous montrer que comment je fais un appel de base de données et comment ça fonctionne. Donc là, si j'envoie test, on va voir qu'il va me jeter avec un 404, ici not found, parce que c'est comme ça que j'ai défini dans le code ce qui devait retourner si jamais j'envoyais n'importe quoi. Et si j'envoie par exemple un ID de vidéo qui est correct, là ça va me retourner autre chose. J'ai fait je crois un petit vardum de test, c'est ça, juste pour avoir un petit affichage, parce que je n'ai pas encore implémenté la suite de l'API. Pour aller dans le code, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on peut voir ici que dans la variable request, je récupère l'URL sans le slash, et ensuite je fais une requête à ma base de données pour vérifier si ma variable request correspond à la colonne request, et si c'est le cas, je renvoie un 404. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment je fais cette requête? Là, on voit ici que j'ai une classe qui s'appelle Fetcher, qui est une classe que j'ai créée il y a un petit moment, c'est un petit package sur Composer. Comme vous voyez ici, c'est sur le site Packagist, qui est le site qui référence tous les packages de PHP. Donc ça, c'est un petit package que j'ai codé qui me permet d'interfacer assez facilement avec une base de données. Et maintenant, si on va voir comment il s'est fait ce petit package, et ben on peut aller dans le database Fetcher, ici, et on voit ensuite que j'ai un truc qui permet d'exécuter une requête, ici, qui s'appelle requery. Query, c'est mon code SQL. Les paramètres, c'est là où j'ai par exemple passé request, qu'on voit ici. Et en passant ces deux choses à la méthode requery, ça me permet d'exécuter une requête SQL qui va me permettre de retourner des données. Et ensuite, on voit que j'ai une autre classe ici qui s'appelle database connection, qui elle s'occupe réellement à la connexion à la base de données. Et là, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit un objet qui s'appelle PDO. Et PDO, c'est un objet du langage de PHP qui permet de se connecter à une base de données, d'exécuter des requêtes, et de retourner des données, d'écrire des données, etc., etc. Pour se connecter à une base de données en PHP, il y a trois manières principales qui ont été utilisées dans l'histoire. La première, c'est MySQL pconnect. Ensuite, il y en a une deuxième qui s'appelle MySQLi. Et ensuite, il y en a une troisième, celle que j'ai utilisée, qui s'appelle PDO. Je ne vais pas me perdre du temps à expliquer ou même décrire les autres. Elles sont dépréciées. Globalement, si vous voulez vous interfacer avec une base de données en PHP, utilisez PDO tout le temps. Après, ça va être très rare que dans votre code PHP, vous allez avoir besoin d'utiliser PDO directement. C'est possible, mais c'est pas quelque chose de courant. Généralement, dès qu'on se connecte avec une base de données en PHP, on aura plus souvent envie d'utiliser un wrapper autour de PDO qui va nous permettre de construire des requêtes plus facilement. C'est par exemple le cas ici pour mon petit wrapper personnel que j'ai créé pour moi. Mais sinon, si vous utilisez n'importe quel framework, par exemple un Laravel ou un Symfony, c'est les deux plus communs, ils vont avoir leur propre wrapper autour de PDO. Par exemple, en Laravel, le plus commun, c'est Eloquent qui est utilisé. Pour se connecter à un serveur de base de données, il va nous falloir déjà savoir où est ce serveur, donc c'est Lost. Dans mon cas ici, vu que je suis en développement, mon serveur il est sur ma propre machine, donc c'est localhost, ou bien l'IP 127.0.0.1. Et ensuite, il me faut un identifiant, un mot de passe, ainsi que le nom de la base de données à laquelle je veux me connecter. Dans mon cas de figure, il se trouve que toutes ces variables, je les ai stockées dans mon fichier config.php. Après, si vous utilisez un framework classique, généralement, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des variables d'environnement. Ce sera dans un fichier qui sera .env ou bien .env.local. Et c'est là-dedans que vous mettrez vos informations de connexion à base de données, ainsi que à divers autres services qui sont autres que votre code. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le code de cette API, et je vais vous expliquer dans un instant
tout ce que fait cette API et comment elle fonctionne. J'ai fini l'API, donc mon API au final comporte deux routes. Une route en get qui permet de tout simplement récupérer les sous-titres d'une vidéo donnée, et la route en post va permettre de les mettre à jour. Le fait d'avoir ces deux routes, ça va me permettre, sur mon interface de mon logiciel de montage, de pouvoir lister les langues des différents sous-titres, et d'avoir un bouton pour les mettre à jour. Si jamais j'ai changé mes sous-titres via mon interface sur YouTube, j'aurai un bouton pour mettre à jour, pour pouvoir récupérer les nouveaux sous-titres que j'ai écrits. Donc je vais vous montrer la structure finale de la base de données. Donc on voit ici maintenant que j'ai une table vidéo, qui me permet de donner un ID pour chaque ID de vidéo YouTube. Ça me permet en fait de faire le lien avec mes autres tables, autrement qu'avec l'ID d'une vidéo YouTube. J'ai la même chose pour les langues, c'est-à-dire que j'ai le nom de la langue et je lui associe un ID. Et ensuite, chaque sous-titre, c'est une vidéo, une langue, ainsi que le contenu. Et ces ID, donc l'ID vidéo et l'ID de langue, qui font référence à des lignes qui sont dans d'autres tables, par exemple l'ID 1 fait référence à la première vidéo qui est ici, et l'ID langue 17 fait référence à la langue 17 qui est ici vietnamien. Et le fait de raccrocher des données de plusieurs tables à travers leurs ID, c'est quelque chose qui s'appelle des relations quand on est en train de construire une base de données. Et l'intérêt de créer des liens entre nos données, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, un, de mieux les organiser, et deux, ça va permettre d'éviter la répétition. Par exemple, si on regarde sur ma version en ligne de mon API, on voit que j'ai deux vidéos, et si on regarde dans les sous-titres, on va voir que j'ai des vidéos qui font référence à la même langue. Par exemple, ici, j'ai la langue numéro 7 et la langue numéro 5 qui sont utilisées pour la vidéo numéro 2, et si on regarde sur la vidéo 1, j'ai aussi la langue numéro 5 et la langue numéro 7. Si on va dans la table des langues, on peut voir que la numéro 7 c'est français et la numéro 5 c'est anglais. L'intérêt d'utiliser des ID ici, c'est que si je veux changer mon libellé d'affichage, je peux théoriquement le changer juste ici, et au moins peu importe la vidéo pour laquelle je veux regarder les sous-titres, et ben le nom il sera changé pour toutes les vidéos qui sont dans ce même cas de figure. Ensuite, si vous voulez voir le code de l'API, de toute façon il sera dans la description. C'est du code qui est fait de manière très procédurale, donc il n'y a qu'une fonction principale de haut en bas, et c'est vraiment le code qui se lit de haut en bas. On voit que la route get, elle est gérée ici, c'est-à-dire qu'on va récupérer la vidéo, donc on va regarder dans la table vidéo. Si la vidéo n'existe pas, ça veut dire que je ne connais pas cette vidéo, et sinon on va chercher tous les sous-titres de cette vidéo. Donc ça c'est une requête un peu plus compliquée avec des jointures. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est que les jointures dans cette vidéo, mais ça permet en fait de récupérer des données de plusieurs tables en même temps. En ce qui concerne la route en post, elle commence à partir d'ici, parce qu'on voit qu'ici je traite la méthode get, et si c'est autre chose que post, je jette la requête, et donc ça veut dire qu'en dessous c'est uniquement la route post. La route post, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle mon autre API, celle qu'on a construit il y a quelques vidéos avant, pour récupérer les sous-titres d'une vidéo via une action GitHub, et une fois qu'on a récupéré les sous-titres, qu'on vérifie que tout va bien, qu'on n'a pas un mauvais code d'erreur, que notre réponse n'est pas vide, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer la vidéo pour récupérer l'ID, donc celui de la base donnée qui est dans la table vidéo, cet ID là. On lui donne en fait le YouTube ID, on récupère l'ID. Ensuite, on fait pareil pour les langues. Ici, on récupère les ID des langues. Et une fois qu'on a l'ID de la vidéo, l'ID des langues, et ben on insère ou on supprime les sous-titres. Parce que oui, les sous-titres, une dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que ils peuvent être supprimés. C'est-à-dire que j'ai préparé une colonne ici qui permet de supprimer un sous-titre. Si jamais on modifie un sous-titre d'une vidéo, par exemple, imaginons je crée une vidéo, je lui mets un sous-titre français, et ensuite je télécharge les sous-titres via mon API, et si je modifie à nouveau mes sous-titres français et que je les retélécharge à nouveau, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer l'ancienne version en français, et ça va insérer la nouvelle. Ça va me permettre d'avoir un historique de toutes les évolutions des sous-titres, si jamais j'en ai besoin, et ça me permet aussi de ne pas insérer deux fois les mêmes sous-titres si jamais ils n'ont pas changé. En fait, je supprime et je réinsère le sous-titre uniquement si il a changé. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur la création d'un cache SQL d'une API vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter du coup le fameux bouton qui va permettre de télécharger les sous-titres et d'afficher les langues des sous-titres pour pouvoir ensuite les ajouter au clip des vidéos. Donc ça, c'est l'objectif de la prochaine vidéo. Je sais pas si on aura le temps de faire tout ça en une seule vidéo, on verra bien. Et puis voilà. Donc ça sera du React, parce que ce truc-là, je l'avais fait en React. Et voilà, à la prochaine. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, que je vous montre les avancements de tous mes projets, etc., etc. Allez, c'était Pierre. Allez, salut.